Quelle est la différence entre s'intéresser à l'entreprise et s'intéresser à l'organisation ? C'était l'entreprise vue à travers plutôt ses rapports sociaux. Il s'agissait d'organiser une société policée, mais c'est un équilibre qui ne correspond plus aux besoins et aux difficultés de l'époque moderne. Avec la montée en puissance extrêmement forte du travail tertiaire, il y a une difficulté à saisir ça dans les termes rigides de l'organisation taylorienne du travail. Il y a eu un tournant, ce qu'on a appelé un petit peu le réenchantement de l'entreprise, la réhabilitation de l'entreprise. C'est d'abord les symptômes somatiques qui apparaissent. France Télécom était à l'époque l'entreprise la plus endettée au monde. Les gens n'avaient qu'une seule envie, c'était de partir. Et ceux qui n'arrivaient pas à fuir, eh bien certains se suicidaient, quoi. Une entreprise comme France Télécom, quand elle se retrouve avec 70 milliards de dettes, il y a des coupes franches, il y a des licenciements. Vous, c'est quoi votre risque ? Prenez le risque d'être assigné en justice. Vous prenez le risque de ruiner votre réputation. Enfin, c'est pas de tourpeau. Les entreprises sont des personnes morales. Il va y avoir différents types de personnes morales qu'on appelle des sociétés. Juridiquement notamment, il faut rentrer dans différentes cases et répondre à certains besoins. L'entreprise Bayer qui détient Monsanto est condamnée à leur verser plus de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts pour avoir causé leur cancer avec le Roundup, un herbicide contenant du glyphosate. Un jugement record à l'encontre de l'entreprise, déjà condamnée à 2 reprises. L'entreprise a une première finalité, qui est une finalité obligatoire de création de profit. On parle de finalité économique. C'est probablement le plus mauvais timing de toute l'histoire des rachats d'entreprises. Figurez-vous que l'américain Monsanto, donc qui fabrique le glyphosate, a été racheté en juin dernier par l'entreprise allemande Bayer. Donc juste avant tous ces procès et ces amendes en cascade, Bayer... Qu'est-ce que c'est la finalité ? C'est la raison d'être de mon organisation. Donc c'est pour répondre à sa finalité qu'elle va être créée et de façon beaucoup plus précise. Dans les statuts, elle va répondre à un objet juridique qui va être plus précis. Alors pour le droit, vous disais, c'est une notion fonctionnelle. Plusieurs textes de différents champs du droit utilisent la notion d'entreprise. Le droit du travail, le droit des successions, le droit des sociétés, le droit comptable, le droit de la concurrence. Alors pour le juriste, quand même, cette notion fonctionnelle, elle permet de faire un certain nombre de choses. Tout d'abord, délimiter le champ d'application de beaucoup de statuts ou de normes. Et puis surtout, plus que la notion d'entreprise, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit d'emblée, c'est que c'est les classifications entre les entreprises qui sont importantes. Les petites, les grandes, les civiles, les commerciales. Donc en réalité, il y a 2 questions bien distinctes. Est-ce que j'ai une entreprise ? Est-ce que j'en ai pas une ? Et si j'en ai une, dans quelle classification il faut que je la place ? Et le régime juridique complet de l'entreprise ne peut ressortir que de ces 2 démarches successives. Je sais ce que vous vous dites. Comment diable un vendeur de machines à milkshake de 52 ans sur le retour peut-il bâtir l'empire du fast-food à partir de rien, avoir 1600 restaurants et un revenu annuel qui avoisine la modique somme de 700 millions de dollars ? Ça tient en un mot, la persévérance. On a parlé à l'instant de finalité, mais on a aussi le but. Donc on a 2 buts, on a un but lucratif et un but non lucratif. L'aspect lucratif, ça signifie vouloir faire du profit. Donc c'est la capacité pour une structure de créer de la valeur, de faire de l'argent et de fonctionner de façon pérenne. Companies that do good for the communities, they produce services and goods that are of value to all of us, that make our lives better, and that's a good thing. La raison d'être de mon entreprise, c'est de produire et vendre des biens et des services à destination de la population. The problem comes in the profit motivation here. Because these people, there's no such thing as enough. And I always point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation. Even someone living under a banyan tree is dependent on
on support from someone. The economic lag has to be addressed by everyone. It's not just a business issue. Pendant longtemps, ça a pu être la finalité première et unique d'une entreprise. Simplement, on s'est rendu compte, soit que c'était déjà le cas, soit aussi ça s'est développé, que d'autres finalités pouvaient être présentes aussi pour les entreprises. Au début des années 2010, certaines startups de la Silicon Valley ont estimé que des distributeurs de M&M's et des murs d'escalade étaient nécessaires au bien-être de leurs employés. En plus des ping-pong et des paniers de basket, certaines entreprises ont même carrément proposé des toboggans, des vacances illimitées, des salles de sport privées ou même des séances de botox à prix réduit. Ce phénomène a même donné naissance à un nouveau métier, Chief Happiness Officer, autrement dit un responsable du bonheur. L'entreprise va pouvoir avoir des finalités secondaires. On parle principalement de la finalité sociale et de la finalité sociétale. Quand on parle de finalité sociale, elle est liée au bien-être des salariés et à l'amélioration des conditions de travail. C'est une finalité secondaire de l'entreprise de finalement avoir pour objet et raison d'être de chouchouter ses forces de travail. Le bien-être au travail, on a 3 fondamentaux dans ce bien-être, c'est les valeurs et la culture d'entreprise qui sont importants, c'est la santé de nos collaborateurs et c'est l'organisation du travail, y compris l'ergonomie. Vincent Segui, je suis responsable de l'expérience collaborateur chez Microsoft France au sein de l'équipe de ressources humaines. Le lieu de travail, donc nous on appelle ça l'exceptionnel place to work, qui est pour nous importante. On est vraiment dans un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'idée, c'est de travailler sur l'expérience collaborateur depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie. Donc vous avez besoin des salariés pour fonctionner en tant qu'entreprise. Vous savez que pour survivre, il faut que vous gagnez de l'argent. En revanche, pour être performant, il faut que les différentes parties prenantes, et notamment vos salariés, soient satisfaits. Il n'y a jamais eu autant de bonnes intentions et de choses engagées pour le bien-être des salariés. Il n'y a jamais eu autant de maladies socio-professionnelles. Les personnes en burn-out que nous recevons en consultation disent que elles n'en peuvent plus, mais aussi que le corps s'est comme effondré. On dit souvent le corps lâche. La quête de sens dans la vie est quelque chose qui a travaillé l'humain depuis toujours. Depuis les premiers textes philosophiques qu'on a, on nous demande c'est quoi le sens de la vie. Mais récemment, on a eu une sorte de déluge d'injonctions de sens, une sorte de storytelling permanent de toutes les boîtes pour trouver du sens. Un chercheur en sciences cognitives, qui s'appelle Gordon Pennycook, a développé un concept qu'il appelle le bullshit pseudo-profond. Ce bullshit pseudo-profond, c'est des phrases, des injonctions qui semblent avoir de la profondeur, mais en fait qui n'en ont pas un. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette quête de sens permanente, avec laquelle on nous bassine toute la journée, ne serait pas un peu du bullshit pseudo-profond? Comment est-ce que je vais trouver du sens quand je suis en train de travailler dans une grosse boîte qui est toute la journée en train de faire du greenwashing? La dernière finalité qu'on a pu voir pour les entreprises, c'est une finalité sociétale et ou environnementale. Alors des fois on les distingue, pas toujours, mais donc parfois on inclut la finalité environnementale dans la finalité sociétale. From a different point of view, let's look at it from the point of view of the people in Bangladesh who are starving to death, the people in China who are starving to death, and the only thing that they have to offer to anybody that is worth anything is their low-cost labor. And in effect, what they are saying to the world is they have this big flag that says, come over and hire us. We will work for 10 cents an hour because 10 cents an hour will buy us the rice that we need not to starve. And come and rescue us from our circumstance. And so when Nike comes in, they are regarded by everybody in the community as an enormous godsend. Le monde attend davantage de l'entreprise que juste de la richesse économique. Il ne s'agit plus aujourd'hui pour les entreprises d'être meilleures au monde, en termes de performance financière, mais d'être meilleures pour le monde. Alors pour avoir la force d'agir, il faut trouver des solutions accessibles. Les entreprises ne peuvent pas rester statiques.
Elles ont un rôle à jouer. Finalité sociétale, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un impact positif sur la société de manière générale. Donc c'est lié à la protection de l'environnement, c'est lié à la valorisation d'un espace géographique, de rendre dynamique cet espace-là, de du coup favoriser l'emploi, de favoriser la consommation dans des endroits qui sont peut-être un petit peu isolés. On pourrait imaginer une sorte de pyramide inversée avec plusieurs niveaux, allant du plus stratégique au plus opérationnel. Plus une entreprise décide d'agir à un niveau haut de la pyramide, plus le potentiel de son impact social ou environnemental serait fort. Donc là, si vous comprenez bien, pour mon entreprise, je peux avoir une finalité principale qui est économique et je peux avoir d'autres finalités, soit sociales si c'est lié à mes salariés et à leur bien-être, soit sociétales si c'est pour la société de façon générale. On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Les gens se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement la sécu, elle est fondamentale. Pour les organisations publiques, on va avoir donc une finalité qui est non lucrative. Les administrations publiques ont vocation à fournir des services publics. Qu'est-ce que c'est des services publics? C'est simplement des services qui sont non marchands et qui sont à destination des administrés. Donc à partir du moment où vous appartenez au secteur qui concerne l'administration, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier des infrastructures et des services qui sont proposés. La métropole a décidé de reconstruire totalement une médiathèque aux normes dans tous les domaines, notamment pour tout ce qui concerne le génie climatique, les économies d'énergie et surtout l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et fournir aux habitants de la métropole un outil culturel en ce qui concerne le livre, la bande dessinée, le cinéma, le DVD et notamment le numérique. Quelle est la limite? À partir de quand c'est non marchand? À partir de quand c'est marchand? Alors bien sûr, si c'est gratuit, c'est non marchand. Mais par contre, quand c'est payant, c'est pas toujours marchand. On considère que c'est non marchand à partir du moment où c'est inférieur à 50% du prix du marché. D'ailleurs, vous vous rendez bien compte que parfois, quand vous utilisez certains services publics, vous avez toute une partie qui est payée par la collectivité et à ce moment-là, le prix n'est pas le prix du marché. Les prix sont beaucoup plus élevés quand c'est privé. Alors, c'est pas toujours le cas, puisque l'idée des services publics, c'est quand même que globalement, on paye moins cher. Par contre, effectivement, en termes d'efficacité, par exemple, le fait d'avoir le jeu de la concurrence fait qu'effectivement, parfois, on se rend compte que faire jouer la concurrence, ça permet d'avoir des services qui sont à des tarifs plus compétitifs. Donc simplement, l'idée, c'est de défendre l'intérêt général, de protéger les administrés selon certaines valeurs, et donc que l'État alloue des ressources à différents secteurs d'activité en fonction des secteurs qu'elle souhaite développer ou des secteurs qu'elle souhaite protéger par rapport à sa population. Là, on est aussi sur une finalité qui est non lucrative. La différence, c'est que c'est plus une histoire d'administré, c'est une histoire de bénéficiaire. On est dans le pays de la bouffe. En plus, on est vraiment le pays de la gastronomie. C'est pas ici qu'il va mourir des gens de faim. C'était le 26 septembre 1985. En direct à la radio, Coluche appelle à la solidarité. Les Restorants du Cœur sont nés. Très vite, des équipes se mobilisent partout en France. Des étudiants en école de commerce et des chômeurs bénévoles se chargent de l'organisation, comme ici à Reims. Ça y est, les Restorants du Cœur commencent. Le 21 décembre 1985, 700 bénévoles s'affairent dans 18 villes pour distribuer des repas. On en a 18, je peux vous dire une liste de villes, enfin importantes. Lille, dans la région du Nord, on va distribuer 4000 repas, c'est là où on a le plus gros effort. Bordeaux, évidemment, Toulouse, Amiens, Marseille, Le Havre, Lyon, enfin... Voilà, 18 villes en France sont ouvertes aujourd'hui.
Au total, 5000 bénévoles ont distribué 8,5 millions de repas pour cette première édition en 1985. Aujourd'hui, les Restos du Cœur sont plus que jamais mobilisés. En 2019, ce sont plus de 133 millions de repas qui ont été distribués par l'association. J'espère que du coup c'est plus clair pour vous cette notion de finalité. On viendra détailler les différents types d'organisation dans d'autres vidéos.